Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui, vendredi, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 143e, après une petite capsule parue en milieu de semaine pour vous apporter des conseils précis, concis, avec l'expertise de Bruno Heuby, à savoir l'œil du coach. C'est comme ça qu'on a appelé ce nouveau format d'épisode pour le podcast À côté de mes pompes. En ce qui me concerne, dimanche sera l'heure de prendre le départ du semi-marathon de Chartres et à 48 heures du départ, mon dossard est réservé. J'ai pas loupé l'inscription cette fois-ci, contrairement à un trail en début d'année du côté de Bonneval. J'ai, je pense, réalisé un bon entraînement, un plan qui s'est déroulé sans bobo, sans blessure, même si sur cette dernière semaine, j'avais plutôt l'impression d'être complètement à côté de mes pompes. L'envie était moins importante, les jambes ne répondaient pas comme d'habitude. Donc sur cette dernière semaine, ça a été une dernière séance avec un petit peu d'intensité mardi. Et depuis mercredi soir, c'est off totalement. Pas de course à pied jusqu'à dimanche pour recharger les batteries et ainsi être en pleine forme. Départ 10h15 pour ce semi-marathon après cette année sans course sur cette distance. Il y a quand même un petit peu d'appréhension, mais j'espère prendre beaucoup de plaisir et que les conditions météo soient propices et ainsi valider l'ensemble des séances d'entraînement réalisées depuis ces dernières semaines, voire derniers mois. De cette préparation à la réalisation de cette course en passant par les derniers instants avant la compétition, il en sera question dans l'épisode vendredi prochain où je reviendrai sur les coulisses de ce premier objectif pour moi de l'année 2023. D'ici là, laissez-moi un petit message sur les réseaux pour m'encourager, ça me fera énormément plaisir. Est-il possible de vivre de sa passion pour la course à pied et le sport en général ? C'est la question posée à Suzanne Carian, coach sportive du côté de Lyon. Après une carrière d'assistante sociale, Suzanne a découvert le running à l'âge de 30 ans. Cette maman de 2 enfants organise aujourd'hui ses journées entre des coachings, individuels ou en entreprise, ses entraînements et sa vie de famille. Elle ne sacrifierait pour rien au monde ses instants aux côtés de ses proches. Dans cette interview, Suzanne revient sur son vécu, ses racines, mais aussi sur ce chemin de vie qui n'a pas toujours été facile. À travers son parcours de coach, elle porte un regard lucide sur la place de la femme dans le sport, mais également dans la société. Passionnée et ne faisant pas les choses à moitié, Suzanne est animée de grands défis. Pour preuve, sa première course a été un marathon. Aujourd'hui, Suzanne a l'envie de transmettre sa passion et elle ne lâche rien, comme la semaine passée lors des championnats de France de cross du côté de Carré, où elle a bataillé dans la boue jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, Suzanne, je te remercie pour l'enregistrement de cet épisode. Ne sois pas stressée à l'écoute de cette interview où tu t'es livrée. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Suzanne Carian, vivre au quotidien de sa passion pour le running. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Suzanne, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter pour nous dire et aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Puis on abordera ensuite l'aspect sportif parce que c'est un gros morceau et une grosse partie de ton activité professionnelle. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je te remercie de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Suzanne Carian, je suis maman de 2 petits garçons et je suis coach sportif. Je suis surtout entraîneur en course à pied, entraîneur en club d'athlétisme à Lyon. Je suis basée à Lyon, donc le club où j'interviens, c'est le club de l'AS Caluire, près de Lyon.
Et à côté de ça, je suis formée à la méthode Pilates et également à la méthode de yoga. Voilà. Est-ce que ça a été ta formation initiale? Est-ce que c'était ton cœur de métier? Comment tu es arrivé à être aujourd'hui coach sportive, entraîneur en club et formé à cette méthode Pilates? Alors, pas du tout. Moi, je fais partie des personnes qui ont débuté la course à pied, ou en tout cas le sport, sur le tard. Je n'ai jamais fait de sport jusqu'à l'âge de 30 ans. Voilà. Et puis, à 30 ans, suite à des événements un peu difficiles dans ma vie, je me suis mise à courir et j'ai énormément pratiqué de séances à domicile parce que j'étais toute seule avec mon fils. À l'époque, j'étais maman solo et je n'avais pas de possibilité de garde. Donc, le seul sport que j'avais, c'était m'occuper avec mon fils à côté de moi. Donc, je faisais beaucoup de gainage, de TRX, d'exercices de ce type-là. Et j'ai découvert la course à pied à ce moment-là. Donc, j'ai découvert la course à pied, j'avais 30 ans. Et en fait, à cette époque-là, j'avais une autre carrière professionnelle. Et petit à petit, au fil des années, en fait, le sport a pris de plus en plus de place en tant que sportive. Puis, j'ai commencé à me passionner sur la question de l'entraînement et j'ai commencé à me former. D'abord dans une optique de vouloir maintenir une double activité professionnelle. Et puis, au fil des années, en fait, je me suis aperçue en fait, que j'avais une vraie passion pour le métier d'entraîneur. Et j'ai donc fait le choix de lancer ma boîte de coaching. Quelle a été cette première activité dans cette première carrière que tu exerçais et que tu as peu à peu délaissé au profit de l'accompagnement des sportifs aujourd'hui? Alors moi, j'ai un parcours assez, au niveau scolaire, j'ai un parcours assez peu classique. En fait, j'ai donc fait mes études, j'ai fait mon lycée. Ensuite, je suis allée dans le domaine du commerce international. J'ai passé un BTS et je suis partie travailler en Italie et en Bulgarie. Et quand je suis revenue en France, j'ai eu envie de poursuivre mes études et j'ai poursuivi avec une licence en communication. Et sur cette année-là, en fait, j'ai découvert le milieu de l'animation. J'ai travaillé avec des centres sociaux dans le quartier où je vivais et j'ai découvert le milieu du social, le milieu professionnel. Et ça a été un point de départ dans mes études où j'ai passé une double licence en sciences de l'éducation et après un master sciences de l'éducation, intervention sociale. Voilà, j'ai passé ce master qui m'a amené à me préparer au métier d'assistante sociale. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le champ de la protection de l'enfance. J'ai travaillé avec principalement des mineurs puisque j'étais en protection de l'enfance. J'ai eu des parcours avec des adultes également. J'ai adoré ce métier. C'est un métier qui m'a énormément apporté, que ce soit au travers de ma formation ou bien au travers des rencontres que j'ai pu réaliser. Et donc, ça a été ma première grande casquette, 10 ans protection d'enfants. Aujourd'hui, tu es plus vers la sortie de cette activité-là. Tu es consacré 100% à ton activité de coaching que tu développes depuis quelques années. Exactement. En fait, je ne pensais pas, j'aurais jamais pensé arriver à ce stade de ma vie puisque j'avais passé un master en ingénierie de formation. Donc, j'étais avec des perspectives de poste à responsabilité dans le milieu du social. Et puis finalement, la vie fait que parfois, ça se passe pas forcément comme on l'imagine. Et effectivement, aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans le champ de la protection de l'enfance depuis un an. Et je me suis totalement donnée dans le champ du coaching sportif et de tout ce que j'ai pu citer, que ce soit la course à pied, le pilates ou le yoga. À l'aube de tes 30 ans, tu découvres la course à pied. Quelles ont été tes premières impressions quand tu as réalisé tes premières foulées, réalisé tes premières séances de running? Alors moi, je me souviens qu'à cette époque-là, en fait, j'allais courir parce que ça me permettait, j'utilise souvent l'expression, je transpirais mes soucis. C'était exactement ça. C'était la meilleure façon pour moi de pouvoir me libérer un peu des tracas du quotidien, souffler de mes soucis. Donc, à l'époque, je partais pendant la pause déjeuner. J'avais une pause déjeuner, je sais pas, d'1 heure. Et à l'époque, je n'avais pas du tout de montre comme aujourd'hui. Donc, je partais sur ma pause déjeuner, j'allais courir 45 minutes et je revenais et j'avais juste le sentiment de m'être libérée de tous mes soucis et c'est tout ce que je recherchais.
contrairement à aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, j'ai aussi cette volonté-là, mais j'étais pas du tout dans une approche performance, pas du tout dans une approche de faire des séances. Non, je voulais juste courir, souffler et avoir le sentiment en fait d'avoir déposé et transpiré tous mes soucis pendant mon footing. Comment tu as évolué par la suite? Très rapidement, cette volonté d'entraîner, de coacher est arrivée. Ça a été une évidence pour toi? Ou est-ce que tu as déjà mis le pied dans un club, ensuite touché du doigt la compétition pour, derrière, passer de l'autre côté de la barrière avec cet encadrement? Alors, je vais faire un petit revival parce que je suis obligée de revenir en arrière pour pouvoir expliquer un peu l'évolution que j'ai eue. En fait, quand j'ai commencé la course à pied, donc comme je l'ai dit, j'allais courir sur les quais du Rhône à Lyon. Et puis petit à petit, j'en parlais à mon entourage et j'avais dans mon entourage une personne qui courait beaucoup, qui était en club d'athlétisme et qui m'avait proposé de le rejoindre pour rencontrer son entraîneur que je salue, qui a été important pour moi puisqu'il m'a fait découvrir l'entraînement en club et c'est une personne qui m'a montré voilà une autre approche de la course à pied. De là, j'ai commencé à avoir effectivement une approche différente où j'ai voulu me préparer très rapidement pour un marathon, le marathon de Paris, pour mon premier marathon. Et en parallèle, j'ai eu des rencontres. Et dans ces rencontres-là, j'avais été repérée en fait par la télé locale. À l'époque, je vivais à Saint-Étienne. Et c'était la télévision locale, TL7, qui m'avait proposé d'encadrer et de proposer une émission. Alors, je ne sais plus comment elle s'intitulait. Je crois que c'était J'irai coacher chez vous. Voilà, c'était ça. Moi, mon objectif quand j'étais dans l'émission, en fait, j'étais considérée comme la coach pour aller au domicile des personnes, leur proposer des séances adaptées à leurs besoins, à leurs envies. Et en fait, tout ça a été filmé et après, c'était diffusé dans l'émission chaque semaine. Et c'est de là, en fait, qu'on a commencé à me montrer que j'avais des qualités pour aller dans le milieu du coaching. Parce que de moi-même, j'aurais jamais pensé, en fait. Et de fil en aiguille, certaines anciennes me contactaient pour encadrer un footing. Et puis de là, étant donné que moi, j'étais forcément passionnée et que je fais jamais les choses à moitié, eh bien, je proposais tout le temps d'encadrer une séance de gainage, quelque chose que moi-même, je pratiquais toute seule. Et puis j'ai évolué et puis je me suis rendu compte aussi que pour pouvoir en fait proposer ce genre de séance, que ce soit avec la chaîne locale ou bien avec des marques, il fallait être formé. Que de faire ce que je faisais à domicile, c'était très bien, c'était déjà un bon point de départ, mais j'avais envie d'apporter une approche professionnelle à ce que je proposais et c'est de là que j'ai commencé à me former. Et donc, je me suis rapprochée du club d'athlétisme où j'étais. Donc, après avoir vécu à Saint-Étienne, j'ai migré et je suis allée très, très loin. Je suis allée du côté de Lyon. Hein, voilà. Et donc, à Lyon, je suis arrivée au club d'athlétisme de l'AS Caluire où j'ai commencé en tant qu'entraîneur. Enfin, au début, vous n'êtes pas entraîneur, vous êtes assistant, stagiaire, je ne sais pas comment on peut le dire, pour m'initier dans le milieu de l'entraînement. Et voilà, ça a été le point de départ en fait pour la suite. Donc, d'un côté loisir, tu es rapidement entré justement dans Ouais. cette filière de l'entraînement. Quels ont été les modules, formations, stages que tu as pu suivre? Tu es passé par les filières fédérales? Oui, en fait, il y a trois choses. Il y avait l'aspect avoir une carte professionnelle. Donc, la carte professionnelle, c'est ce qui permet à chaque professionnel de montrer qu'il est passé par une formation, qu'il a un diplôme qui lui permet d'exercer dans ce milieu-là. Donc, moi, j'ai passé un diplôme professionnel qui était large puisque c'était un CQP. Et en fait, dans le CQP, je faisais du renfort, je faisais du stretching et je faisais du step. C'était vraiment pas mon point fort, le step. Voilà, donc là, j'ai travaillé avec une salle à Lyon et donc je donnais des cours. J'étais stagiaire de la salle en complément de ma formation. Ça, c'était sur l'aspect pro. À côté, il y a la formation pour être entraîneur en course à pied. Cette formation est dispensée par la Fédération française d'athlétisme où il y a plein de modules en fonction de l'orientation que l'on a. Pour ma part, en fait, j'ai une orientation entraîneur running performance
voire demi-fond. C'est-à-dire en fait que dans l'athlétisme, il y a plein d'activités. Il y a le lancer, il y a le saut, etc. Moi, j'étais portée sur le running, côté performance, voilà. Et le demi-fond, tout ce qui concerne les compétitions sur piste. Et après, il y a une autre casquette, celle qui concerne le yoga. Voilà, j'ai passé 2 formations dans le cadre du yoga avec une orientation yin yoga. Donc, dans les programmes que tu proposes aujourd'hui, on va retrouver de la course à pied, un petit peu de yoga et du gainage. Ça, c'est dans les préceptes de coach Suzy. On va retrouver ces éléments-là. Disons qu'en fait, aujourd'hui, dans ce que je propose, je pars du principe que pour avoir un corps performant en course à pied, il faut passer aussi par d'autres activités. Et l'activité principale qui complète pour moi le running, c'est le gainage. Pour une raison aussi principale, c'est que on parle beaucoup d'entraînement croisé, mais tout le monde n'a pas de vélo. Tout le monde n'a pas l'occasion d'aller nager. Donc, en fait, moi, je fais avec ce que les personnes peuvent pratiquer. Le gainage, c'est quelque chose d'accessible à domicile. Et donc, il y a beaucoup de gainage, effectivement. Et à côté, il y a du Pilates. Je me suis formée à la méthode Pilates parce que aussi, je pars du principe que le Pilates est la meilleure méthode pour compléter la course à pied. C'est une méthode qui vient pas traumatiser le corps, mais qui vient travailler en profondeur. Et le yoga, donc ça, c'est par la suite, sur le moyen terme, c'est quelque chose que je vais développer fortement parce que pour être fort en course à pied, il faut aussi il faut limiter ce que je vais dire, la raideur musculaire qui est générée par la course à pied. Il faut travailler, entre guillemets, son mental et le yoga aide en cela. Le yoga va apporter plein de choses, notamment au niveau de la respiration. Donc voilà, c'est en fait, tout ce que je vais proposer va toujours être fait dans un seul intérêt, optimiser les qualités du coureur. Voilà. Donc, il y a effectivement du gainage, du yoga, du pilates, mais tout ça que dans un seul intérêt, c'est d'être bien en course à pied et de se sentir progresser. Ce sont des choses que tu as de toute façon de ton côté expérimenté, testé, et tu peux aujourd'hui les retranscrire aux personnes qui viennent te contacter pour un encadrement et pour du coaching. Tu es crédible parce que tu pratiques et parce que tu t'es formé, mais il y a cette expérience que tu as de ces différentes activités en plus de la course à pied. Effectivement, ce que je vais proposer, c'est quelque chose que je m'applique à moi-même, mais je vais mettre un mais, c'est-à-dire que je vais partir de l'idée suivante. Ce n'est pas parce que je ne pratique pas que je n'y crois pas. Je vais te donner un exemple tout simple. Typiquement, je ne fais pas d'entraînement croisé parce que je n'ai pas le temps de prendre mon vélo et de partir rouler. Je n'ai pas l'occasion d'aller nager parce que je suis une mauvaise nageuse. C'est pas pour autant que parmi les personnes que j'entraîne, il n'y a pas des personnes à qui je vais proposer des séances de vélo parce qu'elles aiment rouler et qu'elles ont envie de rouler. Voilà. Ce que je propose aujourd'hui, c'est des choses que je vais également pratiquer, mais il y a également des choses que je vais proposer que je ne pratique pas parce que j'y crois. Comment toi, tu vis, entre guillemets, cette activité? Tu es 100% focus, sport, à la maison, on parle que de ça, ou est-ce que tu arrives quand même à sortir un petit peu du milieu sportif? Donc, ça fera l'objet de ma dernière question au niveau de l'interview, mais aujourd'hui, tu manges, tu te lèves, tu dors, il n'y a que la course à pied, il n'y a que le sport dans ta sphère, on va dire, professionnelle, ta sphère sportive, tout tourne autour de la course à pied et du sport. En fait, je pense que déjà, quand on me connaît, on sait que je ne fais jamais les choses à moitié. C'est le défaut de ma qualité, certainement. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je n'y arrive pas à faire à moitié, donc je fais souvent à 3000%. Par conséquent, effectivement, aujourd'hui, la course à pied, c'est plus qu'une pratique. Quand j'ai commencé, c'était une pratique sportive, c'était un loisir. Aujourd'hui, ce n'est pas un loisir. Aujourd'hui, c'est vraiment, ça s'inscrit dans ma pratique sportive avec une volonté de progresser. Ça s'inscrit dans mon activité professionnelle et ça s'inscrit dans une passion, c'est-à-dire que je suis bien au-delà de ce que moi-même je vais pratiquer, de ce que je vais enseigner, de ce que je vais apporter d'un point de vue professionnel. Je suis aussi passionnée de l'athlétisme en général. Donc, effectivement, je mange, respire course à pied tous les jours. Néanmoins, il y a tout ça, il y a tout cet aspect-là. Mais bon, je pars du principe aussi que je suis maman et que ma passion,
elle n'est pas forcée d'être celle de mes enfants. Mes enfants pourront être passionnés de bien d'autres choses. Et d'ailleurs, mon fils aîné est plus passionné du football que de l'athlétisme, mais il a le droit. Donc, en fait, pour moi, ça va bien, bien au-delà de la question de la course à pied. C'est être passionné. Je pense que c'est un vrai. Je sais pas si c'est pas un luxe aujourd'hui d'avoir une passion dans sa vie. Une passion, c'est avoir l'envie, quelque chose qui nous motive. Ça peut être le tricot, la couture, comme ça peut être un sport, peu importe en fait, tant qu'on a quelque chose qui nous donne envie. Donc c'est ça le leitmotiv. Et c'est d'ailleurs dans cela que moi je m'inscris avec mes enfants. Peu importe. Peut-être que Léo, mon deuxième, il va être passionné de danse, et tant mieux. Il a quelque chose qui l'anime et c'est ce qui importe en fait chez chacun en fait d'entre nous. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en tout cas, c'est bien plus que de la course à pied. C'est une dynamique dans laquelle on se situe, une volonté de se dépasser. Est-ce que cette volonté de se dépasser, cette dynamique que tu as mise en place avec la découverte de l'activité qu'est le running, tu ne l'avais pas auparavant? Est-ce que la bascule, à 30 ans, tu l'as dit, j'ai découvert le running. Est-ce que c'est ça qui t'a fait changer complètement professionnellement? On l'a vu. Mais qui était la Suzanne d'avant? C'est une très bonne question. En fait, je crois que le sport m'a révélée à moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu un parcours qui n'a pas été facile. Je ne suis pas née dans un milieu favorable. Je ne suis pas née dans un milieu qui m'a favorisée. Et le sport n'a pas été une option dans ma vie jusqu'à mes 30 ans. Et ça peut être surprenant parce que bon, à 30 ans, on est quand même adulte depuis un moment. Mais le sport, ça a été très compliqué pour moi, bien que j'aimais ça petite. Mais j'ai très vite compris en fait que je n'y avais pas accès parce que j'étais une fille. Parce que le seul moyen pour moi de m'en sortir du milieu dans lequel j'ai évolué, c'était mes études. Et donc les études ont été vraiment c'était mon seul objectif. Il fallait que je réussisse mes études parce que j'avais compris qu'à travers mes études, quelque part, j'allais gagner en liberté. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. J'ai appris énormément à travers mon parcours scolaire et au fil des années, ça a été compliqué, on va dire, de s'autoriser à pratiquer du sport alors même qu'au final, on vous a jamais encouragé, qu'on vous a toujours interdit et qu'on vous a toujours amené à penser que vous n'êtes pas fait pour aller dans une pratique sportive. On en vient à croire ce qu'on l'on dit de nous, en fait. Voilà. Si tous les jours on vous dit ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas fait pour toi, de l'extérieur et ici dans ce podcast, on se dit mais non, mais enfin, oui, mais dans un quotidien en fait, au final, on y croit et on devient ce que l'on dit de soi. Donc je n'ai effectivement pas eu accès au sport. Pour autant, l'énergie que j'ai aujourd'hui dans mon activité, dans ma pratique sportive, j'ai toujours été quelqu'un de très dynamique et j'ai toujours eu ce même tempérament, sauf que il était je m'adonnais à d'autres activités où j'étais différente au quotidien, mais j'ai toujours été dans le même tempérament. Et après, le sport a été salvateur puisqu'il m'a sauvée à un moment donné de ma vie où j'étais pas bien, j'étais triste et malheureuse. Et puis, il m'a révélé à moi-même. Il m'a montré, en fait, que malgré tout ce qu'on avait pu dire de moi, en fait, c'était pas vrai. Et malgré tout ce qu'on pouvait encore dire de moi, au final, peu importe, je faisais ce dont j'avais envie. Ces remarques, tu dis, je n'avais pas le droit de pratiquer le sport. Elles venaient de qui? De personnes de ton entourage proche, familial, de collègues, de personnes que tu as rencontrées? Pourquoi ces propos, selon toi? Alors, ces propos s'expliquent parce que alors moi, j'ai grandi dans un quartier, donc moi, j'ai grandi dans les années 90, 95. Voilà, j'étais dans un vrai quartier avec tout ce qu'on peut retrouver à cette époque-là. Il y avait du trafic de drogue, il y avait plein de choses pas très positives qui se passaient en bas de l'immeuble. Et donc du coup, déjà, il y avait une crainte quand on allait en bas. On allait en bas, on traînait en bas, on tenait les murs en bas. Parce qu'on savait pas trop sur qui on allait tomber, donc il n'y avait pas forcément des fréquentations. On pouvait tomber sur des mauvaises fréquentations. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, les remarques qui m'ont été très longtemps répétées venaient de mon entourage très proche. Et donc, si vous voulez, on apprend. Alors moi, certainement que je l'ai appris au gré de mes études. On apprend à exister aussi en fonction de la façon dont vous existez pour les autres.
Et donc moi, longtemps, j'ai cru ce qu'on disait de moi. Et je ne suis pas allée sur une pratique sportive parce que on ne croyait pas en mes capacités. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, parce que j'étais une fille. L'immigration, dans mon histoire, est très récente. Elle est très récente. J'ai longtemps grandi dans une culture qui n'était pas une culture occidentale. Et dans la culture dans laquelle j'ai grandi, que je respecte énormément, la femme n'avait pas sa place dans le sport, ou en tout cas dans mon milieu. Hein. Je dis pas que toutes les personnes de cette culture sont dans cette dynamique-là, hein. Mais dans le milieu dans lequel j'ai évolué, la femme n'avait pas sa place dans le sport. Donc encore moins moi qui cherchais à aller courir, faire du basket, etc. Donc ça a été un mix au final entre une question culturelle et une question personnelle, plus liée aux personnes qui m'entouraient. Aujourd'hui, est-ce que tu as la volonté de rattraper ce temps perdu, ce temps où on t'a bridé dans cette possibilité d'aller faire du sport? Tu le dis, hein, je fais les choses à fond, je suis passionné. Aujourd'hui, est-ce que ça te donne justement cette motivation sur des séances difficiles, sur des courses où tu sais que tu vas en baver, de dire là, je peux pas lâcher, j'ai tout ce parcours là derrière moi qui me rend fier. On sent que tu donnes beaucoup. Est-ce que ça t'aide dans certaines compétitions? Ah, mais c'est certain. Je pense que très longtemps, j'ai eu honte, ça c'est clair. J'ai eu honte de mon histoire parce que je ne rentrais dans aucune case. C'était compliqué, c'était difficile d'accepter d'être si différente. Ça a été souvent une source de souffrance pour moi et de honte. Encore aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup de mal à en parler parce que parce qu'il est toujours difficile d'avouer, bah effectivement, bah moi je suis pas née dans les meilleures conditions, quoi. Pour autant, aujourd'hui, je sais aussi que euh, ces moments les plus difficiles sont les moments les plus forts et sont des moments extrêmement moteurs dans ma vie. Parfois, je me dis, et je me souviens que pendant des compétitions très difficiles, j'ai souvent en tête que je lâcherai pas et que au final, rien ne peut être aussi dur que ce que j'ai pu subir plus jeune, en fait. Donc, en avant. Et du coup, je suis pas dans une perspective de rattraper le temps parce que pour moi, on va pas chercher à rattraper le temps. Ça sera avoir des regrets ou non. Par contre, on va mettre de la vie à tout ce temps qui me reste devant moi et à vivre à 1000% tout ce que je peux vivre. C'est d'ailleurs pour ça, souvent, qu'on me fait cette remarque, t'as plein d'énergie, machin. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais si vous saviez, en fait, quand on vous a interdit pendant des années, quand on vous a rabaissé, au final, quand vous pouvez, vous avez soif de réussite. Et je ne parle pas de réussite, vraiment juste de réussir et de se sentir libre, en fait, de pouvoir être actrice de sa vie. Et c'est dans cette volonté-là, moi, aujourd'hui, que je me situe. Tout ce que je le fais toujours pour me dire, pas de regrets et il faut vivre à 1000% en te disant qu'à un moment donné de ta vie, tu ne pouvais pas vivre tout ça. Aujourd'hui, vis comme tu peux, donne tout ce que tu as et puis tu verras. Alors, Suzanne, on enregistre au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme. Quel serait le message que tu voudrais porter à travers ce podcast, à travers ton histoire, aux personnes qui vont nous écouter et qui peuvent te prendre comme exemple peut-être pour oser franchir peut-être les portes d'une salle de sport, les portes d'un stade d'athlétisme? Il y en aurait des choses à dire, hein. Alors, moi, déjà, la première chose, et ça, c'est important, et je le souligne parce que ça me tient à cœur, pour moi, il n'y a pas une journée. Il n'y a pas une journée parce que, en fait, la question, la cause la cause des femmes, ça se fait pas sur une journée. Et quelque part, le fait de le souligner sur une journée, ça m'amène à m'interroger sur le fait qu'il n'y a pas la journée des hommes, en fait. Pourquoi il n'y a pas la journée des hommes? C'est qu'il y a une différence qui est faite. Mais c'est une autre interrogation et c'est une autre réflexion. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je pense pas du tout être un exemple. Par contre, ce que j'ai envie de montrer, c'est de témoigner à travers mon histoire et mon parcours que quelles que soient les choses qu'on peut vous dire, que quel que soit le chemin par lequel vous passez, les murs qui vous entourent ou les difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées, personne ne peut définir la suite.
Et c'est vraiment mon leitmotiv. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. On peut être entouré de personnes qui peuvent nous dire des mots difficiles. Il faut apprendre, en fait, à mettre à distance et se donner la chance d'être ce qu'on a envie d'être. Voilà. Et c'est la cause des femmes a été longtemps pour moi une cause importante, notamment mon ancienne casquette quand je travaillais en protection de l'enfance pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, pour les femmes, parce que je pense que je suis personnellement touchée par la femme à qui on va dire tu n'as pas à parler. Je suis personnellement touchée de tout ce qu'on va interdire, empêcher, juger, etc. Je crois qu'en fait, mon leitmotiv principal, c'est simplement d'être libre, d'être soi-même, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, peu importe. Donc cette liberté, elle est passée par un marathon. Tu as commencé, tu le disais, hein, si on remonte un petit peu le fil de ta jeune carrière sportive, par la distance mythique. C'était pas un petit peu osé, toi là, avec cette casquette de coach aujourd'hui, de dire ta première course, ce sera un marathon? Ah, ça me fait juste sourire. Parce que justement, et bien justement, en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller, pour être en phase avec la course à pied. Moi, aujourd'hui, je suis entraîneur. Effectivement, ce que je peux dire en club d'athlétisme, c'est que généralement, on commence, on est benjamin, puis après, on passe du benjamin, cadet, junior, etc., etc. Enfin, on fait le chemin classique. Mais il y a ce chemin classique parce qu'il y a des personnes qui sont passionnées dès le départ, parce qu'il y a des parents derrière qui les amènent à pouvoir pratiquer et qui leur permettent de pratiquer. Puis il y a des gens comme moi qui soit ont pratiqué d'autres sports auparavant, soit n'ont jamais fait de sport, mais finalement, sur le tard, ils aiment le sport. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas un seul chemin. Alors évidemment, j'aurai deux sons de cloche. L'entraîneur va vous dire, il est quand même préférable de travailler le court, travailler plutôt des distances plutôt courtes avant d'arriver sur le marathon. Et à la fois, j'ai envie de dire, en fait, moi, quand on me demande, est-ce que tu penses que je vais y arriver? Et je réponds toujours, mais qui va te dire que tu n'y arriveras pas? Si tu te donnes les moyens d'y arriver, personne ne te dira non. Il n'y a pas de raison, en fait. Il faut se donner les moyens. Alors, effectivement, quand j'ai commencé la course à pied et que j'ai tout de suite décidé de faire un marathon, en fait, avec du recul et puis connaissant mon parcours, il n'y avait pas de demi-mesure. J'allais pas commencer par un 5 km. Ah bah non. Il fallait tout de suite que j'aille sur le truc qui allait me mettre vraiment dans le rouge dès le départ. Et avec du recul, je n'ai aucun regret d'être passée par ce parcours-là, parce qu'au final, mon entrée par le marathon n'est pas anodin, parce que c'est pour moi la distance que je préfère. Et c'est une distance pour moi qui change tout. On a 42 kilomètres devant soi pour se poser et réfléchir à sa vie. Et je vous assure qu'il y a des moments où c'est bien long. Mais voilà, je pense qu'il y a deux sons de cloche, et entre ces deux sons de cloche, il y a juste soi, ce dont on a envie, et faire les choses en fonction de cela. Comment tu l'as vécu, ce premier marathon qui a sans doute laissé la place à d'autres courses derrière, mais ce tout premier, est-ce que c'est celui qui a la saveur la plus importante à tes yeux? Cette course qui est vraiment marquante parce que c'était ce premier défi, ce premier dossard accroché avec la distance mythique des 42 km 195. Alors moi, ce premier marathon, il m'a marqué parce que c'était le saut dans l'inconnu. En fait, je me souviens que j'étais avec une amie qui était plus forte que moi, et elle avait pris le départ et elle avait la connaissance du marathon. Moi, c'était mon premier marathon, et je me souviens que avec du recul, j'en rigole parce que quand je revois des photos, j'avais je sais pas combien de vêtements sur moi, j'avais je sais pas combien de gel autour de ma taille, j'avais une montre que je comprenais pas. Et du coup, quand je suis partie, je me suis dit, bon, ok, tu comprends pas ta montre, tu sais pas trop où tu vas, mais vraisemblablement, on va tous sur le même chemin. Donc, tu vas courir, puis tu vas te faire plaisir. Et en fait, ce marathon, je me souviens juste d'avoir pris plaisir tout le long, d'avoir couru avec un sourire. Il faisait beau, il y avait plein de monde, c'était génial. Et je me souviens de m'être dit que ma copine m'attendrait à l'arrivée, que ça me motivait, en fait. Je me disais, il faut vite que je me dépêche pour la retrouver. Ce marathon, il n'y a pas eu de mur, le mur du 30e dont on parle souvent, juste du kiff, en fait. Juste le moment où je me suis dit, je fais vraiment ce dont j'ai envie. J'ai vraiment fait le bon choix. Et aucun regret avec du recul. Après, je sais pas si c'est le marathon qui m'a le plus marqué. Pour deux raisons, parce qu'il y en a deux autres qui m'ont vraiment marqué. En fait, tous mes marathons m'ont marqué. En vrai, c'est ça. Parce qu'il y a eu le marathon après l'arrivée de mon... non, il y a eu le marathon
avant l'arrivée de mon deuxième enfant, où j'étais dans une autre dynamique de ma vie. Le marathon juste après l'arrivée de mon fils, pour moi, c'était vraiment celui qui m'a le plus marqué. Et puis mon dernier marathon au championnat de France de Deauville. Donc, au final, il n'y a pas un marathon, moi, qui m'a le plus marqué. Chaque marathon est une histoire, est un voyage. Et chaque voyage a été parfois plus difficile, mais il m'a toujours appris énormément. Alors, quand tu parles de voyage, c'est la course en elle-même ou c'est l'entraînement, les semaines qui précèdent avec tout ce cheminement que l'on peut apprécier? Je suis moi-même en préparation d'un semi-marathon. J'apprécie les séances. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu es un petit peu euphorique. Parfois, tu doutes. Après, il y a la course. Bon, j'y suis pas encore. Comment tu vis, toi, ces moments-là, dans la préparation et dans la course en elle-même? En fait, la préparation, pour moi, c'est vraiment, je crois que c'est ce que je préfère parce que c'est la discipline. Voilà. Moi, j'aime la discipline. En fait, j'aime la rigueur. Voilà. Et du coup, j'aime l'entraînement pour cela. Cette discipline, cette rigueur que je m'impose, systématique. C'est important parce que bien au-delà de la rigueur et de la discipline, pour moi, c'est la fiabilité. C'est se rendre compte qu'on est fiable. On est fiable, on peut se faire confiance. Cette préparation, elle amène à cela. Se rendre compte qu'on est là où on s'est dit qu'on allait venir. Et après, il y a le voyage du marathon, enfin le voyage de la compétition. Pour moi, c'est un voyage. On a travaillé pendant des semaines et des mois pour en arriver là. Ce jour-là, quand on arrive et qu'il est l'heure de se lancer sur le départ de sa compétition, c'est un voyage parce que c'est la libération. C'est la libération. C'est le moment de pouvoir exprimer tout ce qu'on aura réalisé pendant sa préparation. Évidemment, tout ça, c'est quand ça se passe bien. Mais la course à pied, c'est comme dans la vie. C'est jamais linéaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me plaît. Si c'était linéaire et mathématique, ça ne m'intéresserait pas. C'est parce qu'il y a des bas qu'il y a des hauts et c'est parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. C'est parce qu'il y a des moments, des prépas où on doute qu'on va peut-être réussir à certains autres moments. Des compétitions difficiles qui amèneront d'autres compétitions plus faciles. Et je trouve que c'est la globalité qui est intéressante, pas un événement. C'est l'ensemble qui s'inscrit dans dans une trajectoire. Définitivement, tu es conquise par le marathon. Tu préfères ces distances-là au cross, aux 10 km ou à la piste, parce que tu réalises également des compétitions sur piste. Le marathon, ça a une saveur différente. En fait, pour moi, les deux compétitions que je préfère se ressemblent énormément. C'est le 1500 et le marathon. Le 1500, c'est la distance du 1500 mètres sur piste. Donc moi, j'ai appris les compétitions sur piste sur le très tard, puisque j'ai jamais fait ça quand j'étais mineure et que j'ai découvert ça vraiment tardivement, récemment là dans ma vie. Et je me suis passionnée pour les compétitions sur piste et notamment le 1500 mètres, qui ressemble pour moi au marathon en termes de rigueur et de discipline. Le 1500 mètres, c'est la distance que je préfère parce que c'est très rapide. Et, c'est une course qui demande une intelligence de course dans sa façon de se placer pendant sa course. C'est une course qui nécessite de la rigueur parce que vous répétez ce que vous avez réalisé pendant la compétition, pendant les entraînements. Et bien que ça dure peu de temps, c'est une véritable libération en fait, comme au marathon. Donc c'est les deux distances que je préfère et qui de l'extérieur paraissent totalement opposées puisqu'il y en a une c'est 1500, donc 1500 mètres et l'autre c'est 42 kilomètres. Mais pour autant, moi, j'arrive à les relier dans le terme de ce que je vis pendant ma course, en fait, et pendant la prépa. Sur ces deux distances, quelles sont tes références chronométriques, si tu souhaites les donner? Oh oui, bon. Le 1500 mètres, donc j'ai réalisé l'année dernière 4,43, 4 minutes 43 sur le 1500 mètres et 2h54 au marathon de Valence en 2023, en 2021. Donc ça reste quand même des chronos qui sont, pour moi, très, très élevés. C'est la discipline, tu le disais, les entraînements, la répétition. Chez coach Suzy, on ne saute pas de séance alors. Alors non, il y a coach Suzy et il y a athlète Suzy. C'est pas pareil. Alors il y a une différence entre les deux. Quels seraient finalement les deux profils entre la coach et l'athlète? Ah bah ça, c'est une très, très bonne question. Non, je pense que j'ai une souplesse. Ça va certainement surprendre ou pas. J'ai une souplesse, une bienveillance et une adaptabilité en tant qu'entraîneur qui est différente pour l'athlète que je suis.
pour deux raisons différentes. Enfin, pour une raison, en fait, toute simple. C'est que moi, en tant que maman, je sais ce que c'est au quotidien de devoir tout gérer. Le quotidien, c'est le repas, le ménage, les enfants, les devoirs, le travail, les entraînements. Bah, il y a des jours, ça passe pas. Il y a des jours, on peut pas. Il y a des priorités dans la vie. Voilà. Moi, en tant qu'entraîneur, je le comprends. Il y a aucun souci. Mais en tant qu'athlète, j'ai du mal à moi-même me nommer en tant qu'athlète, en tant que sportive. Eh bien, je sais aussi que je peux m'organiser. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est juste que moi, je connais mon quotidien. Je sais comment je peux m'organiser pour pouvoir tout caler. Après, avec évidemment toujours ma priorité, ce sont mes enfants. Mais ouais, il y a une différence entre la casquette de l'entraîneur et la casquette de l'athlète. Et d'ailleurs, je le dis aux personnes que je côtoie dans le cadre du coaching. Je leur dis, si vous me voyez en compétition, je pourrais pas. En fait, je ne sais pas être entraîneur en même temps que athlète. C'est simple. Au club d'athlétisme, je suis licenciée en tant qu'athlète. Pour autant, quand j'encadre en tant qu'entraîneur. Je ne fais jamais mes séances avec mes athlètes parce que je sais pas faire les. Moi, je suis trop entière. C'est soit je suis entraîneur, soit je suis athlète. Si on se voit, j'arriverai pas à faire les deux en même temps. Bah, je te rejoins sur ce point-là. Encadrant dans mon petit club du Loiret un groupe d'entraînement, je suis bien souvent à l'arrière du peloton, je balaye un petit peu l'ensemble des athlètes et je ne fais pas la séance aux allures où je devrais les faire puisque je suis là pour encadrer. Comme un enseignant qui est dans sa classe, on a à peu près la même philosophie. Mais sur le plan compétition, est-ce que tu es guerrière, on lâche rien jusqu'à ce que la ligne d'arrivée soit franchie? Et est-ce que tu arrives justement ce côté guerrier à l'impulser et à le transmettre aux athlètes? Même si tu l'as dit, tu restes dans la bienveillance parce que tu connais justement les difficultés, l'aménagement d'une vie de famille, d'une vie professionnelle, des personnes qui font appel à toi. Alors, pour moi, effectivement, quand je suis au départ d'une compétition, je suis en mode, je sais pas si je suis en mode guérilla. Par contre, je suis en mode je ne lâche rien. Je ne lâche rien parce que je n'ai jamais rien lâché. Et parce que j'estime que quand on s'entraîne et on se donne dur dans ses entraînements, on mérite d'aller au bout de son effort avec les jambes que l'on a ce jour-là. Voilà, ça fait partie du jeu. C'est ce que je disais. L'athlète n'est pas mathématique. Par contre, dans ma façon de penser, je ne lâche jamais rien. Dans la manière dont j'entraîne, c'est différent. C'est-à-dire que je ne vais pas employer le terme guerrière. Je pense que les personnes qui seront le plus à même d'en parler, ce sont les personnes que j'entraîne. Je vais surtout montrer la capacité à chacun de se dépasser. C'est ce qui me motive moi en tant qu'entraîneur. Je veux juste leur montrer que quel que soit le niveau, quel que soit l'âge où on commence à courir, peu importe en fait, on peut tous se dépasser. C'est tout. Et si j'arrive à faire ça, pour moi, c'est une grande réussite en fait. Parce que la question du dépassement de soi en athlète, en course à pied, c'est pour moi quelque chose qu'on va venir utiliser également dans sa vie. Si on arrive à se rendre compte, ah bah oui, j'y suis arrivée, c'est quelque chose de positif qu'on peut transposer dans sa vie au final de manière plus large. Et c'est ce qui me motive moi en tant qu'entraîneur. Donc, tu as des retours de personnes qui ont converti une compétition, un dossard accroché avec des réussites derrière dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Oui, 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 j'ai des personnes qui, oui, ont soit atteint leurs objectifs parce qu'ils avaient un chrono, soit atteint d'autres objectifs qu'ils s'étaient fixés. Mais moi, mon travail, il s'inscrit dans ce sens-là, en fait. Accompagner de mon mieux pour les amener à se dépasser, quel que soit l'objectif. Pour revenir sur ton organisation, tu le dis, j'ai la liberté peut-être de choisir mes moments pour m'entraîner par rapport à l'emploi du temps de tes enfants. Tu as une amplitude entre le début de l'école et la fin de l'école. Comment tu organises justement tes semaines, tes journées? Il y a quoi dans une journée de sport, d'activité coaching? Alors, moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai les coachings en présentiel. Les coachings en présentiel, ce sont les séances que je vais encadrer physiquement. Et donc, j'interviens dans des entreprises où je propose des séances. Ça peut aller sur le running, le pilates, le yoga, le renforcement musculaire, le stretching, etc. Donc, ma journée, j'ai des créneaux où je viens intervenir dans ces entreprises.
J'ai également, donc à côté de cela, j'ai tout le travail que je vais créer, que je vais travailler à distance, les suivis des personnes à distance. Ensuite, j'ai mes entraînements, moi, mes entraînements dans la semaine, donc que j'essaye toujours de caler de manière à ce que ça vienne pas impacter ma vie de famille, entre guillemets, c'est-à-dire que je puisse courir quand les enfants sont à l'école ou chez la nounou. Et à côté de ça, en fait, en termes d'amplitude, c'est assez large parce que, grosso modo, j'ai des coachings qui commencent très tôt. Et puis, après que les enfants soient couchés, ben, je retourne sur mon PC pour travailler parce que je pense que j'aime tellement ce que je fais que voilà, je compte pas les heures. Et puis parce que j'essaye de proposer aussi des choses sur les réseaux sociaux pour compléter les entraînements. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à faire du sport à domicile, comme je le disais, j'étais toute seule. J'avais mon fils, qui connaissait pas grand-chose. Et en fait, j'essayais de voir ce que je trouvais sur Internet, etc. Et j'ai envie de me dire que il y a peut-être des personnes qui passent par des moments similaires ou pas forcément, qui ont envie d'avoir des petits conseils, des petits tips. Tiens, tu peux faire cet exercice, tu peux ajouter cela. Et du coup, moi, ça me motive et je me dis, parle à la femme que tu as été à cette époque-là de ta vie. Essaye de voir qu'est-ce qu'elle aurait aimé avoir comme info, comme conseil. Et du coup, moi, ça me motive énormément. Et ça fait partie effectivement de mes journées. Au final, il y a beaucoup de choses. Il y a des coachings en présentiel, à distance, les entraînements, les enfants, et puis le travail sur PC. Tu as cette volonté de transmettre, d'être dans le partage. C'est un peu un retour d'expérience. Tu redonnes ce que, à un moment donné, ces réseaux ont pu t'apporter dans ta pratique sportive et dans le démarrage de ta carrière en running. Oui, moi, clairement, en fait, ma volonté, c'est vraiment, en fait, je pense qu'il y a vraiment du partage, un vrai partage sur comment moi je fais. Et si moi je peux, tout le monde peut, en fait. Voilà. Moi, c'est vraiment dans cette volonté que ça s'inscrit. Partager et se dire qu'en fait, tout est possible dans la vie. On s'empêche tout seul au final. Et du coup, en ayant tout ça en tête, ça donne un grand champ possible sur tout ce qu'on peut proposer, tout ce qu'on peut partager au quotidien. Tu n'as jamais eu de retour négatif? On dit les réseaux, c'est pas toujours que du positif, de ce qu'ils nous apportent, de ce qu'ils nous renvoient. Et est-ce que ça t'a valu peut-être des commentaires, des remarques un petit peu déplacées ou négatives? Alors, j'ai appris à mes dépens, et certainement au gré de mon histoire, que on peut pas faire l'unanimité. On peut pas faire l'unanimité, il faut l'accepter. Moi, il y a aucun souci et je pense certainement qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas pour X raisons. Mais moi, j'en tire que du positif. Je pense qu'on a tous nos soucis, on a tous nos contraintes au quotidien et j'ai pas envie de me compliquer la vie avec des aspects négatifs qui, au final, sont pas constructifs. Quand c'est constructif, c'est intéressant. Si ça l'est pas, je le mets de côté. Mais effectivement, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a tout plein de choses positives. Moi, je ne tire que le positif. Mais il y a eu des moments un peu négatifs. Il y a eu des moments difficiles. Mais ça m'a pas marqué. Je crois que il y a pire. Il y a pire dans la vie, puis j'ai vécu pire, donc c'est pas grave, on passe. Dans les personnes qui font appel à toi, est-ce qu'il y a une majorité de femmes ou est-ce qu'il y a une proportion quand même d'hommes qui viennent justement chercher tes conseils et chercher les programmations, que ce soit pour du running ou pour les autres activités dans lesquelles tu œuvres? Eh bien, je te remercie pour cette question parce que c'est une vraie question. Et pour le coup, je vais profiter du podcast pour en parler. Parce que quand on est une femme et qui plus est entraîneur, je vous assure que c'est pas la majeure partie des entraîneurs. Quand j'étais en formation, j'étais la seule femme. Et du coup, parfois, c'est un peu compliqué, en fait. Parce que, voilà, c'est difficile, certainement, pour certains d'accepter qu'il y ait une femme qui vienne entraîner. C'est difficile aussi pour certains d'accepter que ce soit une femme qui entraîne. Au départ, quand j'ai commencé mon activité, aucun homme ne faisait appel à mes services. Pourtant, j'avais des collègues à moi qui orientaient des hommes auprès de moi, mais ils ne donnaient pas suite. Alors, ils avaient le droit, hein, il n'y a aucun souci. On a le droit de ne pas avoir envie d'être entraîné par moi, il n'y a aucun problème. Mais n'empêche que je me faisais la remarque que c'était essentiellement que des femmes. Et il y a une personne que je salue, Pierrot, qui, dès le départ, m'a fait confiance et qui encore aujourd'hui me fait confiance. Et puis, au fil des années, effectivement, j'ai des hommes qui ont commencé à me solliciter. Tout cela, je le mets
à part du club d'athlétisme, parce qu'au club d'athlétisme, il y a hommes-femmes, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est vraiment les personnes qui vous sollicitent en personnel, quoi. Et effectivement, c'est dur. Je trouve ça difficile. J'ai l'impression qu'en tant que femme, il faut redoubler d'efforts, en fait, pour se dire, oui, bah, je suis crédible, je suis légitime, je suis formée et je peux vous apporter quelque chose. Voilà. Ça fait partie aussi des choses qui me motivent, moi. Moi, j'aime les challenges dans la vie. Et j'ai envie de montrer, en fait, la place de la femme, que ce soit dans le milieu sportif, même si on n'a pas besoin de moi pour le montrer, parce qu'il y a plein de femmes talentueuses qui le font. La place de la femme dans le cadre des entraînements en tant qu'entraîneur, etc., ça m'intéresse, en fait. C'est important, c'est une vraie question. Pourquoi? Parce que bien qu'il y ait plein d'entraîneurs extra, avec une véritable approche des jeunes filles, des femmes, etc., mais il y a parfois des aspects assez particuliers. Et certaines femmes vont apprécier en fait le fait de s'adresser à une femme. Donc je suis contente en fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui franchissent le pas et qui décident de devenir entraîneurs, parce que c'est important en fait. Les femmes comme les hommes peuvent entraîner, il n'y a aucun souci. Dans ta vie de femme et de maman, est-ce que ça a été compliqué de revenir après une grossesse, et quels conseils tu pourrais donner là sous la casquette de coach à une femme qui pratique le running ou qui souhaiterait se mettre au running après justement un heureux événement et après une grossesse? Alors moi, j'ai les deux cas de figure, puisque mon fils est né à Aaron quand je l'ai eu, je n'étais pas sportive, j'ai fait du sport après. Donc j'ai fait du sport progressivement, je courais de temps en temps. Donc je les mentionne parce que c'est important. Moi, ça m'a amené à avoir un regard différent. Et puis après, j'ai eu l'arrivée de mon deuxième enfant, Léo, où j'ai réussi à mener une activité physique jusqu'à la veille de mon accouchement. Et j'ai repris le sport assez rapidement après l'accouchement, toujours sous couvert de l'accord de mes médecins. Et je crois que au final, ça n'a jamais été entre guillemets difficile comme on peut l'imaginer, parce que j'ai toujours été extrêmement motivée. Et donc la motivation prenait le dessus et venait générer de la discipline. Voilà. Après, ça a été difficile parce que c'est jamais facile d'accepter, bah oui, qu'on galère, que toujours après une reprise, c'est toujours compliqué, on met du temps et ça fait partie du processus de l'entraînement. C'est normal. Comme je le disais tout à l'heure, on peut pas tout le temps être en haut. Il y a des moments où on est en bas et ça fait partie de la progression. Après, je pense que le conseil que je pourrais donner pour toute personne qui désir de se mettre à la course à pied, par exemple une personne qui décide de débuter, généralement les personnes qui commencent avec moi, on est beaucoup en alternance marché-course. Parce que, je sais pas, je pense que c'est important. Il est important d'apprendre au corps l'effort. Il a besoin de temps, de s'habituer à cet effort-là. Il faut pas en avoir honte. Au contraire, moi, je sais que quand j'ai repris la course à pied après l'accouchement de mon deuxième enfant, j'ai alterné la marche et la course pendant un long moment avant de pouvoir maintenir une activité physique et maintenir uniquement la course à pied. Pour moi, ça fait partie des conseils que je donne aux débutants. Après, évidemment, chaque entraîneur aura un regard différent, mais je pense qu'il faut surtout, avant tout, être en phase avec ce que votre corps vous permet et être en phase avec ses envies. J'ai d'autres athlètes en tête qui vont reprendre autrement, peu importe en fait, tant que c'est en phase avec ce que le corps donne, pourquoi pas. Et puis l'idéal, c'est quand même d'être en phase avec soi-même et d'être accompagné avec quelqu'un avec qui on se sent à l'aise pour pouvoir progresser. Parce que c'est ce que je dis tout le temps dans le champ de l'entraînement, dans le champ du coaching, c'est comme pour le reste, c'est une question de rencontre. Il y a des rencontres qui font un déclic dans la vie et qui font qu'on a envie, on se sent en confiance et on a envie de progresser à ses côtés. Il y a des personnes avec qui ça ne matche pas et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut savoir être entouré et être en phase avec ses envies. Est-ce qu'entre tes débuts et l'athlète que tu es aujourd'hui, tu as observé des changements sur ton apparence corporelle? Est-ce que le sport a révélé certaines peut-être capacités physiques, certains aspects au niveau du mental que tu ignorais avant même d'avoir enfilé ta première paire de baskets? Au niveau du mental. Mental et physique. D'accord. Alors, au niveau du mental, je pense que ça a juste révélé en fait la force que j'avais. Et encore une fois, le sport pour moi a été révélateur de ma personnalité.
Ça c'est certain. Et au niveau du physique, effectivement, le sport a forcément changé, a eu un impact sur mon physique parce que entre le fait de ne pas pratiquer de sport, de débuter le sport et aujourd'hui où je fais du sport pratiquement tous les jours, forcément, ça vient, il y a un changement physique. Et puis, il y a un changement physique parce que j'ai eu 2 enfants aussi. Donc, j'ai plus le corps que j'ai quand j'avais 30 ans. Ça, c'est certain. Après, au niveau des capacités physiques, je pense que le sport m'a juste montré que pendant très longtemps, en fait, je me suis trompée, je me suis trompée me concernant. Pendant longtemps, je me disais mais non, je pourrais pas, je suis nulle, j'y arriverai pas. Mais en fait, pas du tout. J'ai réussi à courir un marathon, j'y suis bien arrivée. Donc, vous voyez, en fait, à un moment donné, c'est juste que le sport, c'est ce que je dis, c'est révélateur. Ça va avoir un impact physique que les gens vont voir, puis il va y avoir l'impact en fait de tout ce qu'on ne soupçonne pas, l'impact sur sa confiance en soi, sur le fait de se dire bah j'y suis arrivée, je peux y arriver, et du coup ça vient engranger quelque chose de positif dans la façon de vivre son quotidien. Aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir, alors c'est toujours difficile de dire j'ai atteint mes limites, mais est-ce que tu penses être au climax de ta carrière, d'avoir atteint là aujourd'hui le plus haut niveau que tu peux atteindre? Ou est-ce que tu vas encore aller défier et repousser les limites? Alors c'est certain, pour moi, je n'ai pas atteint mes limites pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que je suis entre guillemets une jeune coureuse puisque j'ai commencé sur le tard. Donc ça, c'est un élément qui est important, qui va impacter la longévité de la coureuse que je suis. Non pas que quand on est commencé plus tôt, à 38 ans, c'est fini, pas du tout, pas du tout. Mais c'est juste que déjà dans cette perspective-là, je suis sûre que je peux aller plus loin. La deuxième chose, c'est que je pars du principe que moi, j'aime le challenge en fait, je m'arrêterai pas. Enfin, et si je vois que ce que je fais actuellement atteint ses limites, eh bien, j'irai voir qu'est-ce que je peux changer pour progresser un peu plus. Après, il faut avoir en tête aussi que dans la vie, c'est pas tout le temps, c'est ce que je disais, c'est pas tout le temps linéaire. Donc il y a des moments où on stagne, il y a des moments où on a l'impression d'être moins fort, etc. Mais ça fait partie de la vie. C'est prendre un peu plus d'élan avant d'aller plus haut, plus loin. Voilà, c'est comme ça que je vais voir les choses. Donc non, je crois au fait qu'on peut durer longtemps aujourd'hui en course à pied, qu'on peut progresser voilà, même quand on a 30 ans passés. Et puis encore plus avec l'usage des chaussures à plaque de carbone qui, mine de rien, impactent en fait beaucoup parce que vous avez quand même moins la fatigue, vous ressentez moins la fatigue quand vous utilisez ce type de chaussures. Donc ça va forcément jouer sur plein d'aspects de l'entraînement. Donc non, non, j'ai envie de croire que je peux progresser encore. Aujourd'hui, tu es convaincu par cet apport du matériel dans, on va dire, les bobos, les traumatismes que la course à pied peut nous apporter? Je ne sais pas si je suis convaincue sur l'apport des chaussures par rapport aux bobos, etc. Par contre, je suis convaincue que la chaussure apporte effectivement, retarde l'effet de la fatigue dans la compétition. Et du coup, on peut aller peut-être plus loin dans son effort. Et ça s'est vu, enfin, concrètement, voilà, quelle que soit la marque, toutes les marques développent ce type de chaussures parce qu'il y a un véritable apport physique. Après, je pense que en utilisant ce type de chaussures, eh ben, on va peut-être mieux récupérer. Peu importe, je sais pas, ça serait d'autres débats. Mais il y a effectivement un effet des chaussures. Aujourd'hui, est-ce que ta montre, tu sais t'en servir un petit peu mieux? Est-ce que tu es axé sur les chiffres? Tu disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très méthodique, très rigoureuse. Alors, est-ce que les allures à respecter, c'est quelque chose qui fait partie de ta séance d'entraînement? Alors, il y a 2 aspects. Et c'est bien que tu dis ça parce que j'ai fait un post sur la question du footing et qui est important. Dans ma semaine, j'ai des footings et ces footings-là, et ben, en fait, j'en ai rien à faire de l'allure. Voilà. Parce qu'il est vraiment important d'avoir des sas où on va juste courir, souffler, discuter avec une amie, enfin, voilà, juste prendre du temps pour soi et revenir à l'essentiel et à la raison pour laquelle on a décidé un jour de prendre ses baskets, c'est juste parce qu'on aime courir. Ces footings, pour moi, c'est juste un retour aux sources. C'est se rappeler d'où l'on vient. Et effectivement, après, il y a les séances.
Et les séances, là, oui, je sais aujourd'hui utiliser ma montre. J'ai progressé, évolué même à ce niveau-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais être beaucoup plus axée. Alors après, avec un petit bémol, c'est-à-dire que ça arrive à n'importe qui, pour n'importe quelle raison, d'avoir un jour sans. Et je pars du principe que je préfère aller au bout de ma séance, quitte à être moins rapide que prévu, mais aller au bout de ma séance parce que j'aurais donné ce que je pouvais avec la forme du jour. Tu es quelqu'un qui borne beaucoup ou qui est plutôt sur un travail qualitatif? Je parle en tant qu'athlète. Alors, en tant qu'athlète, moi, il y a deux choses. Il y a en fonction de l'objectif. Quand je suis sur un objectif de saison de type 1500, 3000, 5000 mètres, je vais avoir moins de kilométrage dans ma semaine parce que je vais surtout cibler des grosses séances avec des intensités assez hautes. Et donc, il y aura moins de kilométrage dans la semaine. Par contre, quand je reviens sur des objectifs du type route ou bien actuellement où je vais être oui, route, cross, je vais avoir plus de kilométrage parce que déjà j'aime courir, ça c'est le point fondamental, et un entraîneur, et j'ai une pensée pour Alexis Mielet qui l'avait cité dans un podcast, avait très justement dit le foncier libère la vitesse. Je fais partie de ceux qui croient en ça. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne le font pas, vous êtes dans le faux, pas du tout, hein. Encore une fois, là, je parle en tant qu'athlète et en tant que ce qui me convient à moi. Mais moi, c'est dans cette dynamique que je me situe. Donc, des séances favorites, ce serait quoi pour toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et puis, tu le vois venir. Quelles sont les séances que tu pourrais mettre au placard et peut-être que tu ne programmes pas pour tes athlètes? Ah oui, c'est une bonne question, ça. Alors, les séances que je préfère, c'est les séances sur piste. J'adore. J'adore l'adrénaline sur piste. Je me sens à ma place quand je suis sur piste. Curieux de dire ça. Parce que je suis pas née sur piste, hein, mais j'adore la piste et j'adore les séances sur piste, bien qu'elles soient, je trouve, parfois source de stress parce qu'on a envie de bien faire. C'est vraiment les séances que je préfère et je mettrais ex aequo la sortie longue. C'est vraiment le moment que je préfère dans ma semaine aussi. Parce que voilà, ça clôture la semaine, je me fais plaisir, je me prends pas la tête et voilà, je reviens au fondement, aux raisons pour lesquelles j'ai commencé à courir. Les Et à séances que je l'inverse, n'aime pas, c'est voilà, ça, hein, les tu m'y pires. amènes. Les séances que je déteste, alors c'est simple, hein, la séance de côte, c'est pas ma séance préférée. Je ne suis pas c'est pas la séance que je préfère. Pour autant, je me l'applique. Et pour autant, les personnes que j'entraîne, en fonction de leurs objectifs, en fonction de leur profil, parce que chaque personne est différente, c'est des séances que je fais faire. Parce que c'est pas parce que j'aime pas que c'est pas bien. C'est juste que j'aime pas parce que je me trouve pas forcément très à l'aise sur ce type d'effort. Par contre, je suis convaincue des bienfaits de ce type de séance. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je le propose à mes athlètes. Ta saison, Suzy, elle s'organise comment? Tu disais, je pratique la piste, donc ça c'est peut-être à une période de l'année. Les crosses, marathons, comment tu détaillerais l'organisation et la planification d'une année de course pour toi? Eh bien, en fait, c'est très simple. Moi, mon année, elle se découpe, on va dire, en trois objectifs, en trois saisons. Il y a la première partie de l'année qui va être consacrée à la saison sur cross, comme actuellement. Voilà. Donc, une orientation spé-cross. Et puis, après une coupure, on va venir basculer sur la saison sur piste. Donc, la saison sur piste, on va dire que ça va être de avril à juin-juillet, enfin mi-juillet, parce qu'après, il y a une coupure pour estival. Là, je vais vraiment être sur ma saison sur piste. L'été, il va y avoir une coupure et puis après, on va reprendre progressivement l'entraînement pour revenir sur des objectifs sur route en fin d'année. Donc, grosso modo, c'est un peu comme ça que je m'organise. Et puis, moi, j'aime parce que j'aime la diversité, en fait. C'est ce qui me plaît. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que pour toi, c'est complémentaire de passer on dit bien souvent, le cross, c'est ce qui va asseoir les fondations d'une saison pour ensuite peut-être développer la vitesse sur la piste et bénéficier de tout ce travail sur des distances un petit peu plus longues? Ou est-ce que c'est vraiment trois univers différents? En fait, pour moi, tout est complémentaire. Tout est complémentaire et tout a un intérêt. Le cross, en fait, je trouve que ça apporte surtout une attitude, une mentalité. Ça reste pour moi vraiment l'esprit cross, c'est quand même un esprit à part. C'est certainement pour moi le cœur de l'athlétisme français. Et donc du coup, j'aime passer par cette saison-là parce que je trouve que
c'est d'autant plus intéressant quand ça vient faire suite à un marathon, parce que quand vous êtes en prépa marathon, le chrono, métronome, on n'est que ça. On est focalisé, les objectifs, les allures, les sensations, etc. Et en fait, du coup, quand on repasse sur une saison cross juste après, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, ça nous permet de venir couper de tout ça, de l'allure, etc., juste de courir à la sensation, de se faire confiance et de sentir son corps, de sentir cet effort-là. Et du coup, ça permet aussi mentalement d'avoir une autre approche et de souffler aussi, pour après revenir sur piste. Alors, la piste, c'est aussi un autre milieu. C'est une dimension qui est vraiment différente, dans le sens où sur la piste, c'est le chrono qui vaut tout. La montre GPS, la montre, peut pas capter le GPS sur une piste, donc en fait, voilà. Donc du coup, c'est que le chrono, comme à l'image, on peut avoir son prof de PS avec son chrono à côté qui va l'appeler. Et de la même façon que le cross, je trouve que la piste, ça amène de l'attitude et de la vitesse. Tout ça imbriqué, et ben en fait, ça vient forcément jouer sur l'athlète et notamment sur ses performances sur route. Parce que du coup, il aura eu le bénéfice d'une saison sur cross qui lui aura permis de développer une attitude. Le travail sur piste aura permis de travailler la vitesse, sur cross, l'attitude, et après un travail spécifique sur route qui donnera une année complète, quoi. À quelques heures de cette finale du championnat de France, donc de cross du côté de Carhaix en Bretagne, qu'est-ce que tu ambitionnes? Qu'est-ce que tu veux aller chercher, même si l'épisode sortira après la finale de ces championnats de France? Mais voilà, qu'est-ce que tu veux aller découvrir et chercher du côté de la Bretagne? Eh bien, je vais déjà espérer pouvoir atteindre les France de cross, parce que contexte actuel, il y a la grève, il y a plus de train, il n'y a pas d'avion, et j'ai mes enfants qui ne sont pas en grande forme, donc j'espère y aller. Si toutefois je réussis à aller aux France de cross, en fait, mon seul objectif, c'est de me sentir actrice de ma course. Voilà. Moi, mon objectif, il est là. C'est ma deuxième saison de cross. C'est mon deuxième France de cross. Je veux finir ma course en me disant, moi, j'ai souvent cette phrase en tête, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Donc, je veux finir en me disant, j'ai tout donné, je pouvais pas faire mieux. Voilà. Et après, il est difficile, en tout cas à mon niveau, de pouvoir avoir des ambitions, parce que un cross, en fait, il n'est pas, contrairement à d'autres compétitions, c'est pas juste fonction de soi, c'est surtout fonction des autres. Voilà. En fonction des personnes présentes, la course va, tout est possible en fait. Mais moi, juste mon objectif, c'est de donner tout ce que je peux et de finir, dans un état certainement pitoyable, mais satisfaite du travail fourni. Donc le ressenti sur Nolio, il sera à 10. Ce sera immensément difficile. Oui, certainement, certainement. En tout cas, je ne sais pas si je vais chercher le ressenti sur Nolio à 10, mais je vais surtout rechercher la satisfaction. Ça, c'est important, d'être satisfait. Dans les débriefs que tu peux demander aux personnes que tu accompagnes, est-ce que ça, c'est important? Ce ressenti, cette sensation, peut-être plus qu'une allure ou qu'un chrono visé et un chrono de référence. Comment tu le perçois? Oui, je suis complètement d'accord, parce que, tu vois, ça me fait écho à, notamment, récemment, il y a une personne qui, sur sa séance, me met séance difficile, ressenti moyen, et je vois que dans la séance, au final, tout ce qui était prévu, tout est passé, quoi. Alors, je me suis dit, bon, je vais lui demander, parce qu'il faudrait pas que je passe à côté de quelque chose. Est-ce qu'elle a eu mal à un moment donné? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est juste que c'était difficile. Mais c'est important, parce que parfois, on peut croire qu'on progresse, facilement, deux, on progresse sans passer par des moments difficiles. Non, ça fait partie du processus, en fait. Et le fait de pouvoir exprimer sur Nolio, justement, ses ressentis, c'est l'occasion pour l'entraîneur de pouvoir parler, échanger. Pour moi, c'est vraiment le point ultra important. J'ai besoin d'être en lien et j'ai besoin d'échanger. Donc, quand un de mes athlètes va me dire difficile, etc., oui, ça va vraiment forcément être l'objet d'un échange. Est-ce que sur un aspect alimentaire, tu es également aussi rigoureuse que tu peux l'être dans ta pratique sportive? Je voyais l'autre jour des crêpes, des gaufres, des choses comme ça. On peut performer et s'octroyer des petits plaisirs. Il y a deux choses. Je pense que mon entourage dirait à ce sujet que oui, je suis aussi rigoureuse je suis rigoureuse de manière globale, je pense. Donc oui, certainement, au niveau alimentaire. Par contre, je suis maman.
Et la maman que je suis ne va pas imposer euh, tout ça à ses enfants. Parce que moi, à cet âge-là, j'en avais rien à faire de. Moi, j'avais envie de manger une crêpe au Nutella ou j'avais envie de manger une crêpe au sucre, des gaufres avec de la confiture. Ça fait partie aussi de la vie, quoi. Donc, il y a la mère qui partage les crêpes et compagnie, et puis il y a la tête. Et quand je suis en saison ou quand je suis pas en saison, c'est différent. Je vais m'octroyer enfin, je vais avoir une discipline. Je vais pas avoir cette discipline-là à vie, quoi. Je vais avoir une discipline en fonction de mes objectifs. Par rapport aux jeunes femmes, aux femmes qui t'accompagnent sur les pelotons, est-ce qu'il y a une tendance à, je vais pas dire la maigreur, mais à une silhouette la plus fine possible? Est-ce que tu constates peut-être chez certains ou chez certaines des troubles de l'alimentation parce que peut-être les réseaux, les standards, les codes de notre société aujourd'hui tendent vers peut-être des gens relativement fins. On pointe du doigt souvent les gens qui peuvent être en situation d'obésité alors que des gens font des efforts et c'est pas toujours de leur fait. Est-ce que tu constates ce genre de dérive ou de tendance? Alors, il y a deux choses. Ces dérives, je pense que je les constate aujourd'hui en tant qu'entraîneur, mais je les ai déjà constatées auparavant dans ma casquette quand je travaillais en protection de l'enfance, parce que la question des troubles alimentaires, c'était déjà quelque chose à laquelle j'étais confrontée, puisque je rencontrais des jeunes qui avaient des troubles, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, des troubles alimentaires. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, dans un contexte de course à pied, c'est différent parce qu'en fait, on peut croire à tort que pour être rapide, il faut être filiforme. Voilà. Et j'ai plein d'exemples devant moi d'athlètes de haut niveau, pas de haut niveau, qui, c'est pas qu'elles ne sont pas filiformes, en tout cas, elles sont musclées, elles sont en forme. Elles sont en forme dans le sens d'être en forme, quoi. Et elles réussissent des grandes performances. Donc, moi, j'y suis extrêmement attentive. J'y suis extrêmement attentive. Est-ce que c'est parce que, je sais pas, c'est mon ancienne casquette qui fait que, voilà, mais c'est un élément important pour moi parce que je ne veux pas qu'on fasse des raccourcis. Un corps qui dure, un corps qui donnera le meilleur de soi-même, c'est un corps qui est en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut lui apporter tout ce dont il a besoin. Et je pense que c'est vraiment important. Moi, en tant qu'entraîneur, j'avoue que lorsque je partais en stage et que j'étais en formation d'entraîneur, j'avais un petit regard c'était des stages pour les jeunes. Et du coup, j'avais un petit regard là-dessus, en étant attentive. Au final, aujourd'hui, je l'ai toujours, que ce soit pour des plus jeunes ou moins jeunes, quoi. Je pense qu'il est important d'avoir en tête que pour qu'un corps dure, il faut qu'il soit en forme. Au-delà de cette compétition à laquelle je te souhaite de prendre part dès dimanche du côté de Carré, Suzy, quel sera ton prochain objectif au niveau de la saison et peut-être à moyen terme? Qu'est-ce que tu ambitionnes? Qu'est-ce que tu vises dans les prochains mois? Alors, après les championnats de France de cross, il va y avoir le championnat de France de 10 kilomètres à Houille. Donc, je vais y aller. Et en fait, j'y vais parce que je suis extrêmement contente de revenir sur route. Mais mon ambition à moi, elle va se situer sur piste après, sur la saison d'avril, juin, juillet, où je vais revenir sur des distances 1500 mètres, donc 1500, 3000, où je vais avoir envie de me faire plaisir, quoi. Vraiment, ça va être mes grosses ambitions à ce niveau-là. Tes enfants seront au bord de la piste pour encourager leur maman. Est-ce que tu les entends déjà quand ils sont au bord de la piste et qu'est-ce qu'ils t'apportent? Mes enfants, c'est mon moteur. C'est, j'ai pas d'autre mot en fait. Pour moi, déjà, quand on remet dans le contexte, c'est quand même après l'arrivée de mon fils aîné que je me suis révélée dans le milieu du sport. Donc, je pense que il a un rôle malgré lui au final. Hein, il a énormément joué, contribué et m'a encouragé parce que il m'a encouragé dans cette dimension. Et puis, il m'a vu changer. Il m'a vu devenir la sportive et puis l'entraîneur et puis la coach. Voilà, donc on a une relation très très fusionnelle avec mon fils aîné. Mon deuxième, Léo, c'est aussi une relation très particulière parce que au final, il m'a toujours connue sportive. Je connais pas maman en dehors des stades et je pense que j'ai pas de plus grand moteur que d'entendre mes enfants m'encourager. Et ça me fait penser au championnat de France de marathon qui a été extrêmement difficile parce que les conditions météo étaient très difficiles. Le parcours, je l'ai trouvé en tout cas pas à mon avantage. Moi, j'ai vraiment subi la météo. Et en fait, pendant la course, j'avais envie mais d'abandonner.
1000 fois, quoi. 1000 fois. Et en fait, je pouvais pas. Mes enfants avaient fait le déplacement. Je les voyais. Ils étaient trop contents. Eux, ils savent pas. Enfin, je veux dire, ils sont dans leur réalité d'enfant. À aucun moment j'ai lâché parce qu'ils étaient là. Et alors, ma liberté a été quand je suis arrivée, je me suis effondrée en larmes dans leurs bras parce que j'étais trop heureuse. Donc, oui, mes enfants m'accompagnent. Ils seront pas là ce week-end à Carhaix parce qu'on a fait le choix de ne pas les amener parce que le déplacement était quand même très long. Et alors, je vous dis pas s'il y a pas de train, il y a pas de, enfin, ça va être très compliqué. Par contre, ils seront là au championnat de France de 10 km. C'est les premiers à nous encourager. C'est les premiers à nous voir, à me voir, à me mettre en difficulté et à me dépasser, à souffrir pendant les séances. Ils sont là quand je m'entraîne et ils seront là pendant la saison sur piste. Les premiers à être là et à encourager maman. C'est juste magique, quoi. Franchement, je souhaite ça à tous les parents. Alors, j'ai une petite idée sur la réponse que tu vas donner à ma question, la traditionnelle. Quel serait pour toi un instant à côté de tes pompes en dehors de toute activité sportive? Qu'est-ce que tu aimes faire? Passer du temps avec mes enfants. Voilà. Je pense que je pense que s'il n'y a pas, voilà, quand les soirs avant d'aller les coucher, ils me disent maman, on fait notre temps et puis on va passer du temps à jouer au jeu qui est ou à faire des blagues, etc. Je pense que rien n'est plus beau en fait dans ces moments-là. Eh bien, je te remercie, Suzy, Suzanne, Suzy One sur les réseaux, de t'être livrée sur ton parcours, cette reconversion, cette renaissance à travers le sport. Si des personnes souhaitent entrer en contact avec toi, sur quel réseau, par quel moyen on peut te contacter? On peut me contacter via Instagram, mon nom de Suzy One, ou bien sur mon site. J'ai un site, Suzy One Coaching, et il y a un espace pour pouvoir m'écrire. Eh bien, merci à toi pour cet échange. Merci à tous. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.